les contrôles qualité grâce aux Action Man intégrés dans QGIS. On va reprendre, on va continuer à parler de qualité des données d'occupation du sol avec QGIS. Et pour ça, on accueille un représentant des données hygiène. Ah non, pardon. Pardon. On accueille Nicolas Rochard, qui est déjà intervenu, donc du coup, chef de projet data à la région Hauts-de-France. Nicolas, c'est à toi et l'écoute est à vous. Merci. Oui, donc voilà, on va parler du contrôle qualité des données d'occupation du sol avec QGIS. Un petit mot, donc voilà, présentation de la plateforme Géo-de-France. Non, ouais, là c'est bon. Présentation de la plateforme Géo-de-France, le projet OCS2D, donc son petit nom de code pour occupation du sol à 2 dimensions, la méthode du contrôle qualité qui a été mise en œuvre, le fonctionnement dans QGIS, le bilan de la démarche, et puis les ressources qui sont mises à disposition auprès de toutes celles et ceux qui veulent réutiliser cette méthode. Géo-de-France, c'est la plateforme régionale de données en Hauts-de-France, donc axée autour d'un catalogue de données qui va donc moissonner les données nationales, les données aussi de tous les partenaires, collectivités, sphères publiques, parapubliques qui veulent publier. On a aussi une grosse logique groupe projet, groupe de travail, co-construction, avec des logiques collaboratives, et puis un écosystème d'outils mutualisables, donc que des partenaires peuvent se saisir, parce que c'est que des briques open source, donc voilà, il y a des réutilisations, des cofinancements qui sont faits, donc tout un écosystème. L'OCS2D, donc c'est l'occupation du sol à 2 dimensions, donc avec une dimension couvert et un usage, comme celle de l'OCS-GE-IGN. Le projet Oxol, il est cofinancé par des fonds européens, par l'État, par la région et par les 2 établissements publics fonciers en Hauts-de-France. Elle est co-construite dans le groupe projet, donc les groupes de travail dont je vous parlais, au niveau de la nomenclature, des spécifications géométriques et également de la phase du contrôle qualité. On a 3 phases sur ce marché, la production, le contrôle, donc c'est pour ça qu'on est là, et la partie valorisation, donc calcul d'indicateurs, mutualisation. Rapidement, voilà, c'est juste pour les slides. C'est une Oxol à 3 niveaux, avec des niveaux extrêmement détaillés, tant sur le couvert que sur l'usage. Donc ça, c'est pour avoir les specs. Voilà, il a fallu donc contrôler tous ces postes-là. Au niveau des caractéristiques géométriques, donc sur les UMI, c'est les unités minimales d'interprétation. La particularité de ce projet, c'est qu'on a une UMI homogène en urbain, en rural. Donc, le but, c'est vraiment que tous les partenaires, que ce soit une agence d'urbain ou l'Office régional pour la biodiversité, puissent exploiter chacun sur leur thématique de prédilection. Voilà. Et au niveau du bâti aussi, on est très précis. On est beaucoup plus précis que l'OCSG. Voilà un petit aperçu, petit problème de police, mais c'est pas grave. C'est sur Valenciennes. Euh, donc, à gauche, scan 25 ortho, jusque-là, tout le monde va bien. Voilà, à gauche, le couvert niveau 3 et l'usage niveau 3. Donc, en gros, les dégradés de rouge, c'est les zones d'habitat. Plus c'est foncé, plus c'est dense, parce on dissocie les formes urbaines discontinues et continues, et aussi avec, à chaque fois, un niveau de compacité. Voilà, faible, moyenne et dense. Et donc, à gauche, le couvert, donc pareil, très détaillé. Donc là, c'est sur Valenciennes. Et puis sur Abbeville, donc un milieu un petit peu plus naturel, un petit peu plus rural, pour vous montrer que voilà, tous les objets naturels, hein, notamment les haies, les espaces en eau, etc., sont des eaux. Alors, la méthode du contrôle qualité qui a été mise en place, puisque bon, c'est une donnée qui passe quand même à 1,6 million, donc forcément, il faut s'assurer que derrière, la donnée, elle est fiable dans son exploitation. Au niveau du processus, on a une livraison d'un département par le producteur, qui était CLS, et ensuite, il y a une première phase de contrôle qualité par le CQE, donc le contrôle qualité externe, qui est un autre prestataire, TTI, voilà. Et ensuite, lui, donc, va tirer les premiers échantillons. S'il n'y a pas de problème notoire dans son contrôle, il va tirer des échantillons supplémentaires qui sont destinés justement au CQP, donc contrôle qualité partenarial, donc à tous ceux et celles qui étaient intéressés pour participer au projet. En fait, il extrait des géopackages donc sur plusieurs millésimes et sur la dimension couvert et sur la dimension usage. Donc c'est le petit tableau de bord à droite qu'on utilisait voilà, pour rappeler les deadlines,
Et donc, on a eu des participations voilà, d'agences d'urba, de communautés d'agglo, des services de l'État déconcentrés, services régionaux, les DBT et les PNR aussi très, très actifs. Donc voilà, on a eu beaucoup de participation. Donc on se répartit les échantillons et le contrôle qualité partenarial donc voilà fait son contrôle et ensuite on le renvoie au prestataire parce que on n'est pas forcément, même si on est géomaticien aguerri, la production d'occupation du sol, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique et on peut ne pas avoir en tête justement les fameuses UMI dont je vous parlais en disant tiens, vous avez oublié une haie. Ah ouais, mais la haie, elle fait pas 10 mètres de large, donc elle est pas prise. Voilà. Donc il y a des erreurs qui sont signalées et puis des fois on est un peu biaisé par la connaissance terrain parce qu'il faut bien garder que bah, c'est fait majoritairement avec des données exogènes, mais aussi de la photo-interprétation. Et donc, le photo-interprète, il ne peut pas savoir que dans cette maison-là, on a délocalisé une salle de classe potentiellement, et donc c'est pas un habitat, c'est un équipement. Voilà, donc le contrôle qualité, lui, il est là aussi pour remettre ça en perspective, pour se mettre à la fois dans l'exigence que nous, on attend de la donnée, et aussi par rapport à ce qui est possible de faire par le producteur. Et donc ensuite, une fois que cette campagne est terminée, les erreurs retenues par le contrôle qualité externe, donc les points des partenaires plus les siens qu'il a contrôlés, sont remontés au niveau des erreurs et ensuite il y a correction et relivraison par le producteur. Alors les outils. Au départ, on était parti sur une application web qui n'a pas abouti et donc on est parti sur QGIS, mais il faut savoir que ceux qui participaient au groupe de travail, c'était pas forcément des géomaticiens, c'était des thématiciens, des chargés de mission, donc qui n'étaient pas très à l'aise sur un logiciel SIG. Donc on a essayé vraiment de vulgariser au maximum. Il y a une documentation complète qui a été réalisée, une méthode, donc pour que déjà, même dans les séances de formation, les webinaires qu'on a organisés, c'était pas tout le temps sur le même phasage qu'au moment où on commence à contrôler les données, donc il fallait un petit peu un pense-bête, et puis ça permettait à ceux qui n'avaient pas suivi, n'avaient pas pu se libérer pour les webinaires de se raccrocher à la démarche. Donc le but, c'était de télécharger le projet QGIS, d'ajouter les échantillons à vérifier, donc les parties de GeoPackage, de se bloquer sur l'échelle de production, ça c'est très important, donc le 2500e, et ensuite de renvoyer les échantillons contre eux. On va utiliser un petit plugin, je vous le montrerai lors de la démonstration, GoToNextFeature. On peut le faire avec la table attributaire, mais l'idée, encore une fois, c'était d'être dans un environnement où on n'a pas à jongler avec plusieurs fenêtres, surtout pour des personnes qui ne sont pas habituées au ICG. Le dictionnaire de données, ça c'est la Bible, savoir quel poste de nomenclature correspond à quoi, quelle est sa définition, pour éviter justement de se faire sa propre opinion et de fausser le contrôle qualité. Et puis on avait un petit drive qui permettait le téléchargement des échantillons et l'upload, une fois que c'était contrôlé. Une dictionnaire de données, donc ça ressemble à ça. Pour chaque poste, on a une définition, on a le rappel des UMI et LMI, donc c'est la largeur minimale d'interprétation, la LMI. Une vue photo aérienne, donc infrarouge quand c'est du naturel ou RVB, et puis des photos terrain, parce qu'on avait fait des campagnes terrain pour bien faire le lien entre la photo-interprétation et la partie terrain, avec éventuellement des critères de confusion possibles en disant, bah voilà, cette classe-là, des fois, elle est confondue avec telle classe, etc. Et les données exogènes utilisées pour pré-renseigner cette classe avant photo-interprétation. Donc ça, c'était la Bible que l'utilisateur devait avoir avec. Dans QGIS, on a mobilisé une macro, donc Jean-Baptiste, qui vous fera une autre présentation cet après-midi. Merci, parce que moi je fais pas de Python, a fait la petite macro Python, parce que le problème quand on identifiait une entité, c'est qu'automatiquement elle était recouverte avec autant la sélection, on peut personnaliser le contour et le fond, mais sur l'identification, on a toujours cette espèce de fond rouge en transparence qui est gênant. Et donc là, au moyen d'une macro, on a fait voilà, un filaire blanc en surbrillance et enlevé le fond. Ce qui était quand même plus simple, sinon il aurait fallu encore jongler en désaffichant la couche. Ensuite, on a beaucoup utilisé les thèmes, ça a été évoqué là pour l'exemple sur de la cartographie, et c'est vrai que voilà, c'était un peu ce côté. Donc ça, là, c'était pour basculer en disant, voilà, je vérifie le couvert 2015, je prends le thème 2015, ou je vérifie l'usage en 2021, tous les fonds basculaient, parce que le risque, c'était de contrôler un échantillon sur la mauvaise date, sur les mauvais fonds. Ouais. Au niveau des formulaires, donc des contraintes de vérification, par exemple, si on dit qu'il y a une erreur, bah, obligatoirement suggérer un code de remplacement. Si on dit une erreur, c'est qu'on sait quel type d'erreur. Et
Également une erreur géométrique et éventuellement aussi il y a une option ne sait pas parce que pour pas fausser non plus le contrôle qualité, c'était important de se dire, moi j'étais personnellement plus à l'aise sur les thématiques urbaines que naturelles, donc il y a des choses, voilà, des landes, des broussailles, des milieux humides où j'étais pas forcément expert. Si je suis d'accord, je fausse potentiellement le contrôle qualité. Donc il y avait ce thème ne sait pas. Et on pouvait éventuellement mettre un commentaire, comme ça le contrôle qualité, donc le CQE, vérifier derrière. Également des styles visuels pour que si la personne sort de l'échelle de contrôle, l'échantillon n'est plus cliquable et n'est plus visible. Donc ça c'est très important et puis voilà, ça passe de polygone en centroïde rapidement pour un meilleur contrôle de la zone. Et puis jouer beaucoup avec l'option groupe mutuellement exclusif, voilà, pour quand on coche la RVB, que ça décoche l'IRC, parce que derrière c'était des flux, c'était pour éviter que justement le projet cartographique rame en essayant d'afficher des flux superposés alors qu'il n'y avait pas d'intérêt. Je confirme que tu as excédé ton quota d'acronymes sans explication. Et ouais, ça, Non, hier, c'est ça. ah oui, infrarouge et RVB, donc la photo visible. Merci. Bon, petite démonstration, donc là, voilà, on active la macro. Donc là, en fait, le projet QGIS, il le télécharge, il l'ouvre, il est directement comme ça configuré. Ils vont faire glisser la zone d'échantillon. Donc là, c'est le couvert et ils vont sélectionner le thème couvert 2021. Donc là, voilà, avec un seuil d'échelle, et on va utiliser, alors encore une fois, on peut le faire avec la table attributaire sur une nouvelle version, mais là, c'était de rester dans l'environnement, voilà, une fenêtre éventuelle. Les charges d'émission n'avaient pas forcément du double écran. On se cale sur le 2500e et on va commencer à vérifier les échantillons. Donc voilà, là, on a un fond et la personne va pouvoir dire si elle est d'accord ou pas. Le but, c'était bien entendu de gagner du temps pour éviter de se perdre en dézoomant, en se disant tiens, est-ce que j'ai tout vérifié, etc., en reparcourant la table attributaire. Donc là, le but, c'était vraiment de faire du contrôle rapide et de mettre à disposition, de préconfigurer voilà, tous les fonds, toutes les dates photo aériennes, puisque sur une Upsol, on a des postes en transition qui s'appellent chantier, où on a des zones agricoles, par exemple, abandonnées. Bon, bah, si c'est une zone agricole abandonnée, ça veut dire que sur la date précédente, c'était une zone agricole. Donc, il fallait charger, nous, on produisait un millésime 2021, il fallait charger les dates antérieures, bien entendu. Donc là, une option ne se prononce pas, ou normalement, là, dans la dernière version, là, c'était pas le cas au moment de l'enregistrement, on avait obligation de mettre un commentaire de pourquoi on savait. Là, on a le droit à un zoom en urbain. Bon, là, je pouvais pas fixer le zoom ou pas, mais on avait le droit à un zoom en cas de doute, donc au 1250e, ce qui permettait de vérifier l'échantillon. Mais si on zoomait plus ou si on dézoomait, l'échantillon disparaît. Donc là, c'était pour montrer, bon, là, la logique reste la même. Le but, c'était de montrer parce que ce qui effrayait, c'était de se dire, ouais, je vais avoir 400 polygones à contrôler, j'ai pas le temps, j'ai plein de demandes des élus, etc. Comment faire? Là, par exemple, on bascule sur l'infrarouge pour les milieux naturels, pour les surfaces en eau qui apparaissent en noir, c'est bien mieux que voilà, la fameuse eau qui est un peu verte, marron, etc. Donc là, en 3 minutes, la personne a déjà vérifié 10 échantillons. Sachant que nous, l'atteinte de la qualité de l'occupation du sol, c'est 90% global et 85% par poste, il était nécessaire au niveau du contrôle, en gros, si vous tombiez sur un échantillon, c'était au max 20 polygones en erreur sur 100 par rapport à l'échantillon. Donc voilà. Et puis il y avait des lots où il y avait 3 ou 4 erreurs. Le bilan de cette phase donc il y avait un rapport qui était donc fait par le contrôle qualité externe. Voilà, qui va dire j'ai accepté tant d'erreurs thématiques, tant d'erreurs géométriques, quand c'est les deux, etc. Et puis aussi un doute en disant bah voilà, vous avez une bonne connaissance terrain, c'est vrai que voilà, il y a des fois il disait le producteur aurait pu faire mieux, mais c'est vrai que d'un autre côté, il n'était pas censé voilà, savoir avec telle donnée exogène, etc. Donc voilà. Le retour était extrêmement positif, notamment bon, sur la participation, l'implication du projet. Le gain de temps, voilà, encore une fois, de parcourir les objets toujours sur le même seuil de zoom, bah, on gagne vachement de temps au lieu de dézoomer, rezoomer. Pendant ce temps-là, les fonds IRAM à charger, etc. Là, ça allait plus rapide. Il y a aussi un guide grâce au tirage d'objets, puisque on n'est pas en train de se balader, de dire tiens, je vais aller sur la zone que je connais bien, etc. Encore une fois, le jeu aussi, c'était de vérifier
des échantillons qui n'étaient pas forcément sur le périmètre de la structure. Voilà. La communauté d'agglo, par exemple d'Arras, elle ne faisait pas que ça comme d'agglo. Donc ça, c'était intéressant aussi pour se dire à quoi il ressemble la nomenclature sur un autre territoire, sur un autre contexte. Ça permet aussi de prendre en main une donnée qui est très complexe. Donc voilà, occupation du sol, de dimensions, beaucoup de postes, une implication dans la co-construction et aussi après une meilleure appréhension sur les biais statistiques. Hein, finalement, on se dit, ah oui, c'est vrai que cette classe-là, j'ai remarqué que des fois, il y avait des confusions avec telle autre classe. On a mis des ressources donc sur le GitHub de Géo de France. Donc il y a le kit contrôle qualité, donc le projet QGIS préconfiguré. Il y a les petits modeleurs pour voilà automatiser la partie style, formulaire, etc. Il y a les ressources graphiques, donc pour QGIS, mais voilà, il y en a qui republient la donnée derrière, donc on a mis les SLD pour GeoServer et les LIR pour ArcGIS. Et puis également les ressources techniques sur les requêtes, bon ZAN, mais ça a été dû publier parce qu'il faut qu'on travaille sur les derniers indicateurs qui ont été publiés. Et puis il y a eu des contributions, par exemple la métropole européenne de Lille, elle a fait des requêtes SQL pour vérifier des associations impossibles entre le couvert et l'usage. Donc des choses qui renforcent aussi, la roadmap de donc on voit vraiment une couverture d'objets. Le but, c'est d'essayer à le jeu, il a communiqué aux personnes de sa méthode. Donc le but, c'est de faire un fait qui permet de faire un cherche de points. Voilà, c'est pas avec l'enjeu de répartir sur l'ensemble du territoire. Donc par exemple, on fait un cherche de points aléatoire sur des pistes aléatoires, et des fois on voit que les zones complètement réparties. De sous-estimer les effets pour présenter une nouvelle. Et à l'inverse, c'est pas de faire les cours, et puis, de vérifier les pièces que par exemple, un département, pour protéger les fermes et pour créer des méthodes de stage, après les arrestations, voilà, les choses de l'arrestation. Et puis, avec les fermes, déjà, le site a été adapté pour et également, sur le site de la conférence de des collègues avec des tableaux pour les conférences entre les et après, quelqu'un se fait aller publier les trois
Des questions. C'est un projet qui date déjà de 2017. C'était avant le jeu. Ok. Une question sur l'implication de la population. Pourquoi vous avez dû mobiliser en fait des partenaires de manière particulière, comme vous l'avez expliqué, et sans impliquer finalement la population? Parce que je peux vous assurer qu'il y a des gens qui auraient été ravis de contrôler même encore plus d'échantillons que ce que vous nous avez montré. Est-ce que vous l'aviez évalué dans ce que vous pensiez faire? Non, on a repris une méthode, d'ailleurs, qui avait été initiée par Grand Est, hein, cette fait de prendre un contrôle qualité externe. Non, après, on l'a pas évalué. Peut-être si on avait eu l'appli web de prête, peut-être plus facilement que de lancer, parce que bon, il y a quand même eu, ça a été assez chronophage de faire un peu de support, de se dire, vous avez bien la bonne version de QGIS, la LTR, voilà, parce que des fois, il y avait des problèmes de version. Bon, après, là, on est dans une phase, bon, c'est Earthscope, mais on est dans une phase de maintenance où chacun, au moyen d'une appli web, peut signaler une erreur manifeste. Voilà. C'était les points jaunes sur la carte, mais j'étais Earthscope. Ok, question de Jean. Jean-Louis, oui, toujours au département de Vaucluse. En fait, c'était pour poser la question en termes de méthodologie plus long terme. Étant moi-même dans le cadre de mes missions utilisateurs d'OpenStreetMap, ce que je trouvais intéressant, c'était, puisque la logique de l'occupation des sols est liée sur un principe de millésime, que je sache. Oui. Voilà. Le principe d'une couverture continue, et c'est l'avantage d'avoir OpenStreetMap, c'est qu'on a souvent accès à plein de vues aériennes selon, bien sûr, les mises à disposition dont nous disposons, qui permettent à un moment d'intégrer éventuellement les échantillons qui peuvent faire office d'alerte. Et notamment, il y a cet outil qui s'appelle Osmos qui permettrait de suggérer, pour ceux qui ont été attestés, validés, d'affiner et de mettre en correspondance, en quelque sorte, votre référentiel pour les fonds de plan potentiels que pourraient utiliser les collectivités qui en auraient besoin. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. En gros, tu veux savoir dans quelle mesure un projet comme OSM peut réutiliser ces imageries pour la contribution de la même façon que Bing l'a fait à une époque. Alors, en fait, c'est que le travail qui a été fait maintenant qu'il a été validé, notamment des échantillons, bon, c'est ça qui est intéressant, c'est à un moment de dire, il va y avoir des secteurs qui peuvent être affinés dans OpenStreetMap, et dans l'autre sens, comme OpenStreetMap continue de s'affiner au fil de l'eau, va servir pour la prochaine alerte à des fins potentielles aussi d'affinement ultérieur, notamment les zones d'activité douce, souvent elles sont remarquablement affinées. Alors, donc là, tout est en open data, hein. Tout ce que j'ai présenté, les fonds ortho, puisqu'on cofinance avec l'hygiène les campagnes ortho, les fonds ortho, l'occupation du sol, tout est téléchargeant en open data. On peut voir ensemble, effectivement, parce qu'il faudrait faire un pontage thématique avec la nomenclature OpenStreetMap, mais il n'y a pas de souci sur le principe pour reverser la donnée et essayer de trouver un moyen. Après, pour la mise à jour continue, il faut faire attention au niveau des images. Enfin, je sais que des fois, les images Bing ou Google, je me dépêche, sont pas toujours bien orthorectifiées et il faut pas qu'on altère la qualité de la géométrie. Oh, très beau timing, bravo! Merci Nicolas. Donc, Nicolas, en attendant la prochaine présentation de Anaïs et Emmanuel. Non, je sais pas, il y a quelqu'un qui